Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où aujourd'hui je reçois Carla Marant. Bonjour Clara. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous d'être là, Carla. Alors, je suis ravi d'évoquer avec vous une série qu'on a déjà évoquée un tout petit peu, mais sur le côté musical plutôt. C'est la série Westworld. Avec vous, on va rentrer peut-être plus dans les détails de cette série, qui est une série qui est quand même relativement importante. Donc, je vais commencer, comme c'est de tradition dans l'histoire en série, Carla, par vous présenter. Donc, vous êtes diplômée de Sorbonne Université, Abu Dhabi, de l'Institut d'études politiques de Paris, et vous êtes doctorante en histoire de l'art au Centre d'histoire de Sciences Po depuis 2020. Votre thèse analyse l'évolution de l'expression émotionnelle à partir des œuvres d'art contemporaines qui impliquent des intelligences artificielles. Et là, je ne pouvais pas peut-être rêver mieux comme intervenante sur la série Westworld. On est en plein dedans. Donc, votre projet a bénéficié d'une bourse Art et Société de la Fondation de France entre 2020 et 2021. Et votre projet s'intègre désormais dans le projet ANR TUR-IA, dans lequel vous êtes ingénieur de recherche. Donc, TUR-IA, c'est un projet financé par l'Agence nationale de la recherche et qui vise à étudier l'histoire culturelle de l'intelligence artificielle en combinant histoire des sciences, histoire des idées, sociologie des sciences et des techniques avec des analyses de terrain. Donc, vous avez aussi fait quelques publications et conférences qu'on a rajoutées, bien sûr, comme toujours, sur votre page dans notre site internet histoireensérie.com. Vous allez vous y renseigner. Vous aurez aussi, Carla a fourni une bibliographie indicative qui vous permettra d'approfondir peut-être vos connaissances, soit sur l'intelligence artificielle ou sur la série Westworld, ou les deux. Alors, peut-être pour commencer, Carla, est-ce que, en première question, comme on fait régulièrement pour les auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas cette série, est-ce que vous pourriez commencer par en faire une présentation générale et la resituer peut-être dans le contexte de l'anthropologie de l'image? Merci pour cette présentation. Donc oui, effectivement, on va commencer par une petite remise en contexte de qu'est-ce que Westworld. Westworld, c'est une série télévisée américaine de science-fiction qui commence au sein d'un parc d'attractions futuriste nommé du même nom, Westworld, qui reproduit donc l'Ouest américain du 19e siècle, les célèbres Far West. Et donc, c'est un parc qui a la particularité d'être occupé par des androïdes plus vrais que nature, appelés des hôtes, ou des hosts en anglais. Et ces androïdes jouent, sans le savoir, leur propre rôle, puisque leurs parcours de vie sont décidés à l'avance par des scénaristes. Donc, ils vivent dans une boucle narrative qui se répète. Et en effet, à chaque fois qu'ils meurent dans le parc, ils sont réinitialisés et ils vivent à nouveau leur scénario sans se souvenir de leur vie précédente. Donc, les visiteurs, quant à eux, sont désignés comme des invités, en anglais des newcomers ou des guests, et ils choisissent le scénario dans lequel ils veulent participer, tout en sachant qu'ils sont libres de traiter les autres comme bon leur semble, puisque ce ne sont, entre guillemets, que des robots. Et donc, l'intrigue vient d'une mise à jour du programme des hôtes, qui fait que plusieurs scénarios et comportements se trouvent perturbés. Donc, certains hôtes comprennent que leur réalité comporte des anomalies et décident d'enquêter pour comprendre ce qui leur arrive et pourquoi certains souvenirs leur paraissent un peu bizarres. Et donc, il s'agit en fait de l'adaptation de l'adaptation télévisée du film Monde Ouest, en anglais Westworld, écrit et réalisé par Michael Crichton en 1973, où l'acteur Yul Brynner jouait le rôle effectivement d'un androïde cow-boy. C'est un film qui a fait 4 millions de dollars et donc qui était plutôt une réussite pour l'époque et qui donnera après naissance à la série Westworld. Il faut noter que Michael Crichton est aussi celui qui s'est fait connaître par le roman Jurassic Park un peu plus tard en 1990, qui sera ensuite adapté par Steven Spielberg au cinéma en 1993.
Et donc, pour revenir à Westworld, Westworld a d'abord été adapté par CBS dans une série en 1980 qui s'appelait Beyond Westworld, mais faute d'audience, c'est une série qui a été déprogrammée au bout de 3 épisodes. Ensuite, Arnold Schwarzenegger a essayé de lancer un projet de remake, mais il l'a ensuite abandonné en 2003 alors qu'il devenait gouverneur de Californie. Puis en 2011, la Warner Bros. A ensuite essayé de faire un remake du film, mais le projet n'a jamais été concrétisé. Et finalement, c'est en 2013 que HBO, la chaîne américaine, commande un épisode pilote pour Westworld. Et c'est Jonathan Nolan et son épouse Lisa Joy qui vont créer cette série. Donc Jonathan Nolan, pour rappel, est connu pour son travail, en particulier avec son frère Christopher Nolan, avec qui il est nominé pour l'Oscar du meilleur scénario original lors de la 74e cérémonie des Oscars pour le long métrage Memento. Et donc il produit ce pilote avec Jeffrey Jacobs Abrams qui a créé Lost, Les Disparus, et Brian Burke qui lui aussi a également produit Lost. Et donc, c'est une équipe qui est expérimentée sur des séries à gros budget, qui a l'habitude de séries à gros budget. Par exemple, on sait que 25 millions de dollars ont été réunis pour l'épisode pilote de Westworld. C'est un budget qui est énorme quand on sait que le budget moyen pour un pilote est environ de 4 millions de dollars. Mais ça rappelle le coût de Lost, justement, qui était entre 10 et 14 millions de dollars pour le double épisode qui ouvre la série. Donc, ce sont 2 séries qui sont produites par des personnalités communes avec de gros budgets. Et donc, cette série est produite avec d'importants moyens et avec des personnalités qui ont l'habitude de ce genre de projet. Au final, le budget global de la saison est estimé à 100 millions de dollars. C'est 2 fois plus que Game of Thrones. Et le coût est partagé entre HBO et Warner Bros. Donc en 2014, la série est commandée par HBO officiellement et elle est diffusée en 2015. En 2016, les très bonnes audiences font que la 2e saison est commandée. En 2018, après 2 épisodes diffusés, HBO commande la 3e saison et en avril 2020, HBO commande la 4e saison qui s'apprête à sortir. Normalement, elle est prévue pour le 26 juin prochain. Donc aux États-Unis, la première saison attire en moyenne 1,83 million de téléspectateurs par semaine. L'audience globale atteint 12 millions de téléspectateurs lorsqu'on inclut les rediffusions, les services de replay et la vidéo à la demande. C'est le meilleur score d'une première saison pour HBO, en dépassant carrément Game of Thrones. Donc maintenant, pourquoi la série est intéressante à étudier? La série télévisée, déjà, en soi, c'est une œuvre qui circule énormément. On le voit ici avec l'audience qu'a attiré Westworld, et donc qui a son influence sur la façon qu'a le public de percevoir certains aspects de la société. Et ici, en particulier, la question de la technologie est évidente, mais il y a également d'autres questions qui rentrent en ligne de compte, comme les questions, les rapports de pouvoir entre les genres, entre les classes, également entre les espèces. Donc ici, les androïdes et les humains, et donc indirectement, l'humain, le non-humain, l'humain et l'environnement. Pourquoi maintenant l'histoire de l'art et l'anthropologie, donc les sciences humaines et sociales, pourraient s'intéresser à cette série? Précisément parce qu'elle contribue à transmettre une certaine vision de la société. Donc, du côté de l'anthropologie, je m'appuierai d'abord sur Alfred Gell, dans les années 90, donc, qui s'inscrit dans un courant où en fait, les ethnologues développent la question de l'efficacité de l'image sous l'influence du cognitivisme. Donc, ce sont les effets psychologiques produits par l'art sur ses destinataires. Donc, Alfred Gell soutient qu'à la manière d'un outil, l'art sert à transformer le monde et non à l'embellir ou à délivrer des messages à son sujet. Donc, l'art est un agent social, selon lui. C'est un instrument dont les hommes se servent pour influencer les pensées et comportements d'autrui.
Voilà, il invite donc à privilégier l'étude des interactions entre l'objet, son prototype, son producteur et son destinataire, chacun pouvant agir sur l'autre ou être agi par lui. Et donc, cette thèse-là se veut la première théorie anthropologique de l'art et il entend l'appliquer à l'art en général, mais sans distinction d'époque ni de culture. Et elle se focalise sur les interactions sociales en jeu dans la production et la circulation d'œuvres d'art. Maintenant, vous me direz, est-ce que la série est une œuvre d'art? Eh bien, du côté des historiens de l'art, qui sont très influencés de ces historiens d'art, en tout cas par l'anthropologie, vous avez David Friedberg et Hans Belting, qui ont élaboré des grilles de lecture plus globales que ce qu'on appelle habituellement l'art, en plaidant pour une anthropologie des images. Donc, la Bildwissenschaft, pardonnez ma prononciation si elle n'est pas correcte, ou bien la science des images, est une science qui postule pour l'usage du terme d'image et non plus d'art, en diminuant la connotation esthétique de l'histoire de l'art. Donc, c'est une science de l'image qui est très vite engagée dans ce qu'on appelle la perspective intentionnaliste de l'œuvre d'art, donc qui rejoint un peu ce qu'on disait un peu plus tôt sur Alfred Gell, c'est-à-dire cette perspective dans laquelle l'auteur, par l'image, l'objectif que vise l'auteur par l'image en tant qu'individu, et plus encore en tant qu'agent d'un groupe d'hommes ou d'une société. Donc l'image est un moyen d'agir sur la société au sein de laquelle on la partage. Belting, lui, propose une anthropologie de l'image et non de l'art, parce qu'il dit, je le cite, l'analyse que je développe dans ce livre est anthropologique parce que ce sont les hommes qui ont fabriqué et qui continuent encore de fabriquer des images. À travers elles, l'homme représente la conception qui se fait du monde et qu'il veut donner à voir à ses contemporains. Donc c'est une définition qu'on peut appliquer de façon très évidente et claire à la série télévisée qui se partage autour du monde et qui crée des questionnements mondiaux. David Friedberg, quant à lui, dans un livre intitulé Le pouvoir des images, montre d'emblée avec son titre qu'il ne sera pas tant question d'art, mais d'image. En fait, il s'attache à prendre délibérément en compte toutes les images et pas seulement celles qu'on considère comme artistiques, en supprimant la distinction ancienne entre les objets magiques, entre guillemets, c'est ceux qui sont religieux ou ceux à qui on attribue des fonctions esthétiques et les images de tous les jours. Il s'appuie bien sûr sur les travaux de Hans Belting, qui a établi lui-même que la posture de l'esthète n'a rien d'évident en soi et que c'est déjà une réaction distinguée, qui est intéressante à analyser, en fait. Donc, cette réaction distinguée, c'est celle d'un amateur d'art devant ce qu'il considère être de l'art, et cette réaction, elle tient déjà d'un comportement appris. Donc, cette approche-là, elle vise à décloisonner ce qu'on appelle les médias artistiques et à considérer les images en général comme des sources, en incluant les arts considérés comme mineurs. Et donc, la série télévisée devient un objet d'étude particulièrement intéressant, non seulement pour les messages qu'elle a à faire passer, mais également par tous les moyens qui sont débloqués pour lui donner vie. On en parlait un peu plus tôt, les moyens humains, les moyens financiers, et également par les réactions qu'elle suscite, l'engouement qu'a suscité Westworld. En cela, l'histoire de Westworld, donc une série à succès qu'on a tenté de produire plusieurs fois avant d'arriver au résultat, témoigne d'une obsession finalement très ancienne ici pour la créature artificielle. C'est intéressant de voir qu'elle a été produite à plusieurs reprises, on a essayé, qu'on y a mis beaucoup de moyens et qu'on a mobilisé des personnalités avec beaucoup de talent très reconnus dans nos sociétés. Et en fait, cette obsession pour la créature artificielle, on en parlera un peu plus tard, elle date en Occident en tout cas de l'Antiquité, avec le mythe de Talos par exemple, le géant de cuivre. Pour cela, je vous ramène vers l'ouvrage d'Adrienne Meyer, Gods and Robots, qui traite de la fascination pour les robots dans l'Antiquité gréco-romaine.
Ou alors, on peut aussi parler du mythe du XVIe siècle, du golem, qui reprend aussi l'idée de la créature artificielle. Et pour cela, je vous conseille d'aller voir le catalogue d'exposition d'Ada Ackerman, Golem, avatar d'une légende d'argile. Donc, sans refaire tout l'historique de la créature artificielle, parce qu'on ne s'arrêterait pas, c'est une thématique qui a obsédé, en tout cas, l'Occident depuis au moins l'Antiquité. Et donc, il n'est pas étonnant que Monde Ouest ou Westworld ait été un objet de fascination et qu'on ait tenté de le produire à plusieurs reprises. Pour revenir à David Friedberg, il parle de consécration lorsqu'il parle du pouvoir que l'on donne à une image. En réalité, c'est un pouvoir que l'image semble posséder, mais le pouvoir, il se met en place lorsqu'il y a interaction entre celui qui produit la série et le spectateur. Et le philosophe Bertrand Prévost explique que pour comprendre cette mise en place, cette interaction entre celui qui produit l'œuvre ou l'image et le spectateur, il faut comprendre l'efficacité iconique, c'est-à-dire étudier la phénoménologie de l'image. Il rapproche ça de la phénoménologie de l'image, décrite comme une aura par Walter Benjamin. Et pour Walter Benjamin, il faut étudier cette aura de l'image pour comprendre les formes que prennent le sacré dans la civilisation étudiée. Et donc, analyser Westworld, une série comme Westworld, implique de comprendre les formes que prennent le sacré dans notre civilisation à partir de l'étude du rapport humain-robot. Et donc, ce sacré se matérialise ici dans la question de l'altérité entre les invités et les hosts, les hôtes. Et donc, cette confrontation implique d'importantes questions ontologiques, finalement, puisque la question du robot implique de réfléchir au rapport que l'humain entretient avec le non-humain. Et j'en viens ici à la question principale que j'aimerais pousser dans ce podcast, qui est en quoi Westworld est une série télévisée qui témoigne de la remise en question ontologique, c'est-à-dire de la remise en question de la place de l'humain dans le monde contemporain, dans un contexte de crise écologique et de développement technologique. Carla Marant, c'est vraiment intéressant ce que vous évoquez là, c'est cette idée autour de Westworld dont se parle d'attraction, parce que effectivement, est-ce qu'on ne peut pas y voir à travers le jeu, le rôle qu'aurait le jeu dans cette série, une volonté de montrer aux spectateurs un des futurs possibles, quel pourrait être notre futur d'ailleurs, suite à cela, entre ces relations justement, vous l'avez dit, entre d'un côté les créatures artificielles et puis de l'autre côté les humains. Alors effectivement, avant de pousser le développement des considérations ontologiques de la série, il est intéressant de voir par quelle stratégie cette série nous pousse à considérer l'objet d'étude qu'est le futur. Étudier la conception du futur d'une société revient à étudier la place que cette société se donne dans son environnement. Donc ici, toute la saison 1 et la saison 2 tournent autour du jeu. En effet, le parc est un jeu pour ses visiteurs, alors qu'il est une réalité pour ses hôtes. La saison 3, elle, tourne plus autour du contrôle social. Mais nous verrons que ce n'est pas sans lien. Notons que le film de science-fiction Monde Ouest a été écrit et réalisé par Michael Crichton, comme on le disait un peu plus tôt, qui lui-même a aussi développé le roman Jurassic Park, qui là encore est un jeu, c'est un parc d'attractions. D'autre part, il est intéressant de noter que c'est Ramin Djawadi qui compose la bande originale de la série et qui est également le compositeur de Game of Thrones. Donc le générique d'ouverture est également conçu par le studio Elastic, qui est lui aussi à l'origine de Game of Thrones. Et donc on notera que Game of Thrones n'est pas explicitement un jeu auquel joueraient ces personnages, mais son titre indique que leur histoire s'apparente à un jeu des trônes. Et on notera que dans le générique, l'esthétique du générique se rapproche énormément d'un jeu de plateau. Et la réalisation de ce générique n'est pas sans point commun, bien sûr, avec celle de Westworld. C'est un générique qui est plutôt long, très esthétique, avec le même compositeur, etc. Donc pourquoi
Pourquoi le jeu semble revenir de façon assez récurrente? Parce que c'était une technique d'anticipation du futur, euh, particulièrement prisée lors du siècle dernier. En fait, dans son ouvrage intitulé The Future of the World, l'historienne Jenny Anderson retrace l'histoire du futurisme, de la futurologie, des future studies, des pronostics, ou plus simplement des recherches sur le futur. Donc, effectivement, elle va analyser les conceptions passées qu'on avait du futur pour donner des clés d'analyse sur la société de la seconde moitié du XXe siècle. Donc, les concepts de futurologie et de futurisme sont issus de différentes affirmations concernant les manières de connaître et de changer le futur ou le monde. Pour Anderson, le futur qui est né après 1945 est un terrain de lutte. En fait, les débats tendent vers un objectif commun qui est celui de contrôler et transformer radicalement le monde de la guerre froide. D'après Anderson, le monde de l'après-guerre, plus que n'importe quelle autre période historique, est marqué par l'idée de l'influence humaine. Il accorde une toute nouvelle valeur aux conséquences de la responsabilité humaine. En fait, le long terme après 1945 n'est plus un continent de temps distant et libre, mais un ensemble de conséquences directes et accumulées. C'est un monde qui est le résultat d'une myriade de décisions et de formes d'action multiples, pouvant résulter en de bons ou de mauvais futurs. Et en fait, c'est intéressant de noter que la cybernétique naît à ce moment-là, dans la fin des années 40. Donc, en même temps que cette conception du futur rationalisé, où chaque décision a son importance. Et donc, ces considérations du futur ont inspiré cette fascination pour le jeu, on va le voir, puis pour le contrôle social. En effet, dans la saison 3, Serac et son frère utilisent une intelligence artificielle pour planifier l'avenir du monde, en fait. Donc, Serac finit par utiliser cette IA pour contrôler le comportement des humains qui finissent par vivre des scénarios préécrits comme les autres. Quel est le lien avec la futurologie? On va le voir. Donc, à la sortie de la guerre froide, les scientifiques tentent à tout prix de prévoir l'évolution de la technologie, du système international des valeurs humaines, de la prise de décision politique. Et alors que les expérimentations prédictives sont au goût du jour, les études quantitatives, les analyses multivariées, la modélisation dans différents domaines permettent de donner une forme empirique et observable du long terme. Et donc, dans ce contexte-là, l'un des plus grands centres d'expérimentation pour les techniques prédictives fut le RAND, une nouvelle unité de recherche et de développement dédiée à la United States Air Force. Et le projet était de permettre de développer une nouvelle approche analytique des problèmes de la guerre du futur. C'est entre autres le lieu de naissance du MANIAC, un superordinateur développé par le cybernéticien John von Neumann, qui était capable de calculer les algorithmes des premiers missiles continentaux. Cet ordinateur sera un oracle électronique, pour citer l'écrivain Robert Junk. Et donc, cette expression d'oracle est utilisée à plusieurs reprises dans la saison 3 pour parler de RoboAm, qui est l'IA développée par Serac pour prédire l'avenir. Ce qui est intéressant, puisque dans son livre Tomorrow is Already Here, en 1954, Robert Junk décrit un superordinateur chargé de calculer toutes les probabilités du développement humain et de remplacer les notions morales du futur par la rationalité des machines, exactement comme dans la série. Suite à la publication de John von Neumann et d'Oscar Morgenstern, intitulée A Mathematical Theory of Games and Human Behavior en 1944, le jeu devient l'une des techniques d'étude et de manipulation sociale les plus appréciées. Le livre présentait un ensemble de théories de la prédictibilité des comportements individuels et sociaux, en partie à partir du jeu. Les auteurs établissaient donc un ordre hiérarchique de préférences et de valeurs qu'ils pensaient adapter à l'échelle universelle. Et le gaming permettait de théoriser certaines formes de comportement à partir de mises en situation. Si le rationnel est considéré comme quelque chose de logique et de prévisible, dominé par une hiérarchie de préférences, alors le comportement de chaque individu, des dirigeants aux consommateurs, était prévisible. Donc, dans la série, attention spoiler, nous apprenons que le jeu qui est mis en place par Delos est en fait une excuse pour collecter des données des invités pour nourrir l'IA de contrôle social de RoboAm
pour qu'elle puisse prédire le futur. On dirait un petit peu qu'on rejoue un peu l'histoire où on utilise le jeu dans la fin des années 40 pour prédire l'avenir à des fins d'abord de contrôle militaire et ensuite de contrôle social. Donc en fait, le jeu se développe dans ce contexte où l'intelligence rationalisée à l'image de l'ordinateur émerge, on l'a dit. Dans un premier temps, il permet d'observer des arbres de décision grâce au RAND. Et après, il permettra de se mesurer à la machine. Pour revenir un peu dans l'historique du jeu, avant le RAND, en 1850, Charles Babbage concevait déjà un automate capable de jouer au tic-tac-toe, le morpion. Ces machines préfiguraient l'ordinateur et permettaient le développement de premières recherches sur les arbres de décision. En 1910, vous avez Leonardo Torres qui développe El Ajedrecita, qui est un automate capable de jouer aux échecs. Et finalement, c'est John von Neumann qui conçoit le théorème du minimax, un algorithme qui optimise l'arborescence des décisions pour permettre aux ordinateurs d'évaluer la pertinence de chaque coup. Et le cybernéticien ouvre la voie au modèle d'apprentissage dès 1926. Le domaine computationnel développe ensuite des programmes informatiques, des jeux, des échecs, des dames pour optimiser la recherche sur les décisions. Et l'accroissement de puissance des ordinateurs favorise la recherche avec des spécialistes comme Alan Newell, Herbert Simon ou John McCarthy qui stimulent la confrontation humain-machine. Et en 1958, Herbert Simon prédit la victoire de la machine au championnat du monde des échecs pour la décennie suivante. Cette victoire surviendra bien plus tard, puisque 3 décennies plus tard, en 1997, Deep Blue gagne contre Garry Kasparov. Et enfin, la partie n'est plus remise, puisqu'en 2016, finalement, c'est Google DeepMind qui crée AlphaGo Zero, qui bat le champion Lee Sedol. Dans un contexte de guerre froide, les jeux restent l'occasion d'étudier l'humain et non la machine, pour appréhender chaque décision. Et Jenny Anderson remarque que le RAND ne produit plus une science observatrice comme c'était le cas au XIXe siècle, mais une science en intervention active pour former le futur. Elle devient un outil d'ingénierie sociale. En effet, elle explique que le RAND deviendra la corporation RAND et que les expériences de gaming et de modeling, de simulation, sont transposées du militaire au civil. Ces techniques deviennent des techniques de contrôle qui passent au service des politiques d'analyse et de planification et de stratégie sociale. Et ces techniques, ces technologies s'appuient sur une vision rationalisée de la prise de décision, encore une fois. Dans le milieu des années 60, ces méthodes sont souvent désignées sous le nom de technologie sociale. Issu de l'entre-deux-guerres, ce terme fait référence à une approche essentiellement mécanique des sciences sociales sous forme d'ingénierie sociale du libéralisme individuel. Et donc, les sciences humaines deviennent alors une technologie des comportements humains, pour citer Anderson, et à ce titre, elles se trouvent mieux reçues qu'elles ne l'étaient jusqu'alors. Pour un petit parallèle, en 1964, Stanley Kubrick critique un projet, le projet Delphi, qui est un projet qui passe précisément de la technologie de prédiction militaire à l'outil de planification sociale. C'est le moment où le RAND se réinvente. Delphi était un projet proposé par le futurologue Olaf Elmer en 1966 dans son bon ouvrage Social Technology, alors que la théorie du jeu bat de l'aile. Le Delphi Tool of Expert Opinion, ou l'outil Delphi d'opinion experte, dont l'objectif, en fait, est d'éviter les scénarios les scénarios indésirables, mais d'influencer la prise de décision à tous les niveaux de l'échelle sociale, ce qui rappelle très clairement RoboWam. Ce n'est plus un outil de prédiction, mais de planification sociale. La méthode de Delphi permet d'intégrer les notions de subjectivité et d'imaginaire qui n'étaient pas présentes dans l'usage du jeu. Et donc, en fait, il est intéressant de noter que le passage du jeu à la prédiction sociale est le même qui s'opère de la saison 2 à la saison 3. On notera également la proximité phonétique entre le projet Delphi et l'entreprise Delos. Et donc, pour revenir à Kubrick, le RAND est critiqué pour sa contribution militaire et pour l'utilisation de ces techniques à des fins sociales. Dans Docteur Folamour ou Comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer la bombe, le personnage du Docteur Folamour est en fait inspiré par plusieurs personnalités, parmi lesquelles se trouve le futurologue Herman Kahn, membre du RAND.
Le docteur mentionne notamment la Blonde Corporation alors qu'il évoque un rapport sur la Doomsday Machine inspiré des propos de Khan autour d'une machine qui ferait disparaître le problème du jugement humain et qui répondrait à une attaque nucléaire des soviétiques par la destruction de la planète. Cette fois-ci, la technologie est exploitée au service d'une autre course, celle de l'armement. Et 4 ans plus tard, Stanley Kubrick entre dans le vif du sujet avec 2001, l'Odyssée de l'espace. Au-delà du politique, Kubrick interroge alors le statut de l'humain en ouvrant la voie à tout un imaginaire autour de la frontière poreuse entre les intelligences humaines et artificielles. Et ce projet Delphi, il apparaît dans une phase d'institutionnalisation de la futurologie entre 64 et 73. En fait, les années 60 et 70 sont témoins de développement de plusieurs organisations vouées à la recherche du futur, comme le Club de Rome en 68, la Washington World Future Society en 1972, ou la World Future Studies Federation en 1973. Tout ça est dans le livre de Jenny Anderson. Et cette institutionnalisation, elle s'accompagne de l'émergence de publications sur le futur, comme le International Social Science Journal de l'UNESCO, ou les livres du futurologue et sociologue Alvin Toffler. Et c'est dans ce contexte que Michael Crichton crée Monde Ouest. Donc on ne peut pas ignorer l'inspiration de Crichton, consciente ou inconsciente, de cette prédiction du futur et la théorie du jeu qui opère beaucoup plus tôt, vers 1944, dans la fin des années 40, et qui laisse quand même ses traces dans les techniques de planification que connaissent les années 60. Et le scénario de l'intelligence artificielle qui se retourne contre son créateur, il est déjà présent au 19e siècle, on l'a dit aussi dans l'Antiquité, donc au 19e chez Marie Shelley ou encore chez Karel Čapek un peu plus tard, qui imaginent des robots qui renversent l'humanité. Avec Stanley Kubrick, ça devient un leitmotiv dans le cybercinéma et ça ouvre tout un imaginaire sur le 21e siècle avec des films catastrophistes qui alertent la race humaine sur son éventuelle destruction par une intelligence artificielle, avec Blade Runner de Ridley Scott en 1982, Terminator de James Cameron, ou en 1984, ou Matrix de Wachowski en 1999. Carla Marant, quand vous avez préparé cette émission avec moi, vous avez évoqué la caverne de Platon et vous avez fait la comparaison en vous disant et si la caverne de Platon était un parc, et vous avez peut-être maintenant vous interroger sur la définition de l'humain et de sa réalité, à savoir justement, est-ce que tout ça n'est pas une sorte de remise en cause de ce que vous avez appelé, vous, les catégories anthropomorphiques. Alors, est-ce que justement vous pourriez développer ce que vous entendez là, parce qu'il y a un certain nombre, je pense, de questions qui, du coup, sont soulevées par ce rapport-là qu'il y a entre on va dire, l'humain et l'artificiel dans la série Westworld. Alors, tout à fait. Donc, c'est assez évident pour le spectateur que le scénario reproduit ce mythe de la caverne de Platon, puisque les robots se rendent compte que leur réalité fait partie d'une autre réalité et qu'ils sont prisonniers de cette réalité. Donc, c'est une première échelle, mais il se rend compte de façon encore plus poussée dans la saison 3 qu'elle est carrément dans une simulation et non plus dans un jeu. Et les scénaristes poussent le vice dans l'épisode 1 de la saison 3 où un personnage humain dit que lui-même est dans une simulation et donc les parcs sont, eux, une simulation dans une simulation. Donc, on joue à l'infini le mythe de la caverne de Platon. Il n'a pas complètement tort, puisqu'on apprend que Roboam dicte l'avenir des humains qui se croient maîtres de leur destin, alors qu'en réalité, tout est écrit par le robot. Donc, voilà, c'est une redite du mythe de la caverne de Platon qui vise à interroger la valeur de notre réalité. Mais elle interroge donc non seulement la réalité environnementale, sommes-nous dans un monde réel, dans un jeu ou dans une simulation, mais également la valeur de notre réalité en tant qu'humain, puisque par exemple William, dans la saison 3, devient fou, il ne sait plus s'il est humain ou s'il est hôte. Et les hôtes, eux, dans la saison 1, dès la saison 1, découvrent qu'ils sont des hôtes. Cette autre dimension du questionnement de la série ouvre une fenêtre intéressante sur la définition de l'humain. Qu'est-ce qui définit l'humain aux yeux du créateur? Finalement, ce sont les émotions, l'intention, ce sont des définitions qui sont régulièrement mobilisées par les questionnements occidentaux en tout cas,
Une grande question que pose la série est donc, qu'est-ce qui définit l'humain? Et la série ne répond pas vraiment, puisqu'elle s'applique à démontrer que les robots peuvent se montrer parfois plus humains que les humains. Donc, l'anthropomorphisme est en question. Pourquoi est-ce qu'on applique tant d'humanité à ces robots? Pourquoi est-ce qu'on projette tant d'humanité sur ces robots? Et l'anthropologue Denis Vidal explique très clairement que ce questionnement-là ne date pas du tout de l'apparition des robots dans un livre qui s'appelle Aux frontières de l'humain, Dieu, figure de cire, robots et autres artefacts. Il retrace l'histoire de l'anthropomorphisme et rapproche les robots d'autres figures comme des poupées de cire ou les marionnettes. Et donc, il fait du robot un véritable objet anthropologique qui permet de réfléchir à l'anthropomorphisme. Donc, il fait une petite histoire de l'anthropomorphisme et commence en disant qu'il y a certains historiens des sciences, comme Lauren Daston, qui précisent et qui mettent en garde en disant que puisque la définition de l'humain est très variable, la définition de l'anthropomorphisme est très variable aussi. Donc au départ, l'anthropomorphisme, c'était quelque chose qui était très mal vu, qui était perçu au XIXe siècle, en tout cas dans les perspectives évolutionnistes, comme une forme d'immaturité d'une société qui mettrait très en pratique l'anthropomorphisme, ou dans les religions qui le mettraient particulièrement en pratique. Puis dans les années 90, on s'aperçoit que l'anthropomorphisme est commun à beaucoup de sociétés et qui finalement il n'est pas forcément figure d'immaturité. Bien sûr, l'évolutionnisme, entre-temps, n'est plus à la mode et a été contredit. Donc, il connaît une autre image. Puis, il y a des psychologues aussi, comme Stanford Dairon, Reeves et Clifford Nass, qui montrent que les relations hommes-machines, qui étudient les relations hommes-machines et qui identifient ce qu'ils appellent la media equation, qui est la média équation, qui est une tendance inconsciente à traiter les ordinateurs ou les télévisions comme des personnes conscientes. Aujourd'hui, il est admis qu'on traite souvent un ordinateur et une voiture avec de l'anthropomorphisme. On a tendance à le traiter comme un humain. Et donc, il s'agit d'un phénomène qui est considéré comme universel. Et la question qui se pose alors, c'est pourquoi est-ce qu'il persiste? Et pourquoi est-ce qu'il s'applique non seulement aux robots, mais à toutes sortes d'objets? Il y a l'anthropologue Stewart Guthrie, qui est dans l'héritage d'Ernest Gombrich, qui est lui-même dans l'héritage de Popper, et qui pense qu'il s'agit d'une stratégie cognitive qui est la plus rationnelle face à l'incompréhension d'un environnement. Et donc voilà, dans ce cas-là, dans ce contexte-là, il y a deux manières de questionner l'anthropomorphisme. Soit on dégage tous les invariants pour essayer de le définir dans différents domaines, soit on tient compte de la mise en garde épistémologique des historiens et anthropologues comme Lauren Daston sur le fait que la définition même de l'humain est trop changeante pour simplement généraliser les sciences cognitives généraliser l'anthropomorphisme par les sciences cognitives ou par l'anthropologie. Vous avez également la question de l'ontologie qui survient. La question de l'ontologie survient alors avec des auteurs comme Bruno Latour, Tim Ingold, Eduardo Viveros de Castro, Anne-Christine Taylor ou Philippe Descola. C'est une question importante en anthropologie puisqu'elle ramène le débat sur les manières dont chaque société appréhende les distinctions fondamentales et caractéristiques communes entre les entités qui peuplent le monde, et plus particulièrement donc le rapport humain-non humain. Et par exemple, certains traits sont typiquement considérés comme des traits humains en Occident. On disait l'intentionnalité ou les émotions. Donc les catégories ontologiques sont en perpétuel débat parce que ces traits qui caractérisent l'humain en Occident ne sont pas forcément les mêmes que dans d'autres contextes ontologiques, comme le contexte animiste. Et toutes les sociétés vont transgresser plus ou moins radicalement cette définition de l'humain, avec des catégories, et ces catégories qui ordonnent le monde qui les entoure. Il y a un jeu de transgression, nous dit Denis Vidal, à travers plusieurs domaines comme l'art, la politique ou la religion. Et par exemple, ici, Westworld transgresse la définition de l'humain en posant la question sans réellement répondre de quelle est la différence entre ces robots et nous. Et ces jeux sont un phénomène qui pousse à reconsidérer le débat sur la frontière entre l'humain et le non-humain de notre société. Donc l'étude de l'anthropomorphisme montre que ces catégories-là ne sont pas fixées et sont constamment mouvantes dans les sociétés. Une autre question, par exemple, similaire à celle de l'IA, serait le questionnement de l'humanité du Christ. Finalement, cette histoire de l'anthropomorphisme dans l'intelligence artificielle, elle est posée par les artistes, mais aussi par les chercheurs, qui remettent continuellement en question les considérations fondamentales sur l'humain, le non-humain. Et il faut cependant bien noter que ces initiatives-là, elles n'ont d'impact que si elles parviennent à convaincre le public qui est à la fois juge, témoin et expérimentateur, nous dit Denis Vidal. Or, Westworld a eu un succès incroyable.
Voilà. Merci beaucoup, Carla. Alors, on va continuer avec ce questionnement autour de nombreuses notions qui apparaissent dans cette série Westworld. Alors, notamment cette idée, vous l'avez dit, parce que quand on pense à de nombreuses créatures qui ont été créées au fil de la littérature, puis donc reprises dans les séries, on a cette notion de jouer à Dieu. Alors, en fait, ici, justement, cette théorie de la singularité, est-ce qu'elle est, et ça c'est peut-être représentatif de l'époque, est-ce qu'elle n'est pas mise ici au service finalement d'une réflexion sur l'écologie? On sait très bien aujourd'hui l'importance qu'a, notamment à cause du réchauffement climatique, cette question. On ne retrouve pas ça dans Westworld? Si, complètement, parce que Roboam est régulièrement appelé Dieu dans la saison 3, tandis que certains autres désignent les techniciens qui les réparent comme des divinités à certains moments. Et donc, la question du créateur revient constamment et place l'humain dans une position de créateur, ce qui perturbe les questionnements ontologiques dont on vient de parler, en plaçant l'humain à la place de son propre créateur. Et comme nous le disions, c'est un rêve que l'Occident possède depuis l'Antiquité, euh, de créer une nouvelle intelligence. Et en fait, cette apparition d'une nouvelle altérité, elle se place elle-même dans un contexte de crise écologique qui ajoute une nouvelle dimension à ce rêve. Finalement, ces réflexions sur Dieu, elles sont régulièrement accompagnées d'une réflexion sur l'environnement, où on voit les autres se questionner, comme les humains dans la série, et se demandent comment l'humanité en est arrivée à asservir son environnement. Et finalement, en fait, cette question, elle est assez récurrente chez les artistes qui utilisent l'intelligence artificielle. Pour comparer avec Westworld, vous avez l'artiste Rocio Berenger, qui a une œuvre qui s'appelle G5 en 2020. Et en fait, c'est un travail qui se fonde sur l'enquête et le dialogue avec des scientifiques, à partir desquels elle agence un texte en hybridant différents médiums. Et donc, par exemple, dans G5, c'est un projet tripartite qui imagine une réunion interespèces utopique où différents règnes du vivant sont en discussion. Il y a le règne humain, l'animal, le végétal, le minéral et la machine. Ils sont invités à négocier ensemble la possibilité d'une coexistence. Euh, donc, vous avez en fait un sommet qui fait référence au G8 ou au G20, un peu particulier, qui réunit ces 5 règnes pour discuter de l'avenir de la planète. Et ce projet tente par la science-fiction d'imaginer un autre futur dans lequel les entités non humaines ont leur place au sein de la discussion de l'avenir de la planète. Euh, donc ça, c'est seulement la première partie de son œuvre. Tout le reste de son œuvre se pose les mêmes questionnements. Et ça fait écho, finalement, à Westworld, où les hôtes qui se libèrent ont leur mot à dire sur l'avenir de la planète et ce qui serait dominé par les humains, par les robots ou par les deux. Il y avait une autre œuvre de Yan Cheng qui s'appelle Bob, Bag of Beliefs, donc un sac de croyances. C'est une créature artificielle à partir desquelles une série de croyances, en fait, qui prend forme à partir d'une série de croyances. Elle se nourrit d'une série de croyances et elle prend la forme d'un espèce de serpent chimérique et ramifié. Et ce serpent, il évolue dans un environnement et il est parfois confronté à la surprise. Lorsque les événements ne correspondent pas à ses croyances, il est obligé de réorganiser ses croyances et d'adapter son comportement. Et en fait, le spectateur peut interagir avec Bob en le nourrissant avec ce qu'il veut. Donc, comme un enfant, Bob apprend de ses expériences et de ses interactions avec les spectateurs. Et sa santé physique et émotionnelle évolue en fonction de ces interactions. Et la créature finit par mourir tôt ou tard pour différentes raisons, soit une mauvaise influence du spectateur, soit un mauvais choix, un accident ou la vieillesse. Et finalement, Bob est le miroir d'un enfant ou d'un autre qui apprend à contrôler ses envies impulsives et qui remet ses croyances en question pour s'adapter à son environnement. Donc, vous avez des artistes qui utilisent la réalité virtuelle pour sensibiliser la population à la situation environnementale, d'autres qui redéfinissent la définition de l'humain, de son identité et de sa place dans l'environnement. Et donc, ces artistes contribuent au développement d'une nouvelle ontologie grâce à des œuvres qui remettent en place la question de l'humain telle qu'elle a été conçue depuis le 19e siècle. Finalement, en proposant une nouvelle approche de l'environnement et de l'existence humaine, ils utilisent ces nouvelles technologies pour sortir de l'opposition classique nature-culture. Et en cela, ils contribuent à ce que le philosophe Baptiste Morisot appelle la crise de la sensibilité. En fait, le développement de sa philosophie nous pousse à cesser de séparer l'humain de son environnement. En effet, le philosophe parle d'une crise des sensibilités, pour le citer,
et qui serait caractérisée par le réveil d'un certain égard envers l'environnement. Les réflexions, les relations interpersonnelles ne peuvent être considérées sans porter d'attention à l'environnement qui constitue un acteur dans les relations étudiées. Finalement, la dualité cartésienne semble progressivement remise en question et rejetée par l'intelligence artificielle, qui implique une nouvelle relation entre ce que nous appelons la nature et ce que nous opposons habituellement à la culture. Au même titre que les dualités art-science, raison-émotion ou masculinité-féminité, les assemblages binaires, culturellement admis, semblent être réétudiés par les créateurs et les artistes, dont les producteurs de la série Westworld. Carla, peut-être en dernière question, pour conclure cet entretien autour de cette série Westworld, j'aimerais vous poser une question peut-être de genre, hein, c'est-à-dire finalement autour de, alors on ne va pas se quereller sur le sexe des anges ou quoi que ce soit, mais j'aimerais vous poser la question de genre autour finalement de l'intelligence artificielle au féminin. Qu'est-ce qu'il en est de cette question-là, Carla? Alors, c'est super intéressant parce que cette série prend deux personnages principaux qui sont des personnages féminins qui ont connu des violences sexistes et sexuelles qui sont mises en scène dans Westworld. Donc, c'est Maeve et Dolores. Et vous avez une analyse qui est très intéressante du spécialiste de la science-fiction Simon Briand dans une conférence intitulée Une force fragile, ambiguïté des IA féminines contemporaines. Il explique que les versions, jusqu'aux années 90, les versions masculines de l'IA dans la science-fiction représentaient souvent des variantes du mythe du golem ou du complexe de Frankenstein, donc des créatures plutôt violentes et prédatrices qui voulaient échapper à leur créateur, tandis que les versions féminines, elles renvoyaient à un complexe de Pygmalion, suscitant plutôt désir et intrigue amoureuse. Il pense notamment à l'Ève du futur ou à Metropolis de Fritz Lang. Et donc, en fait, il n'est pas surprenant de constater que dans ces configurations antérieures aux années 90, ont tendance à caractériser une IA masculine par, Simon Briand nous dit, une sage neutralité ou une volonté de puissance, tandis que les IA féminines ont plutôt un caractère maternel ou sensuel. Et donc, en fait, lui, il nous amène à repérer ce que l'évolution de la période contemporaine signale comme dynamique plutôt paradoxale. Et en fait, il identifie que dans les fictions contemporaines, la figuration féminine est une figuration plutôt ambiguë entre une certaine fragilité qui masque finalement une force qui est susceptible d'effrayer et donc de susciter un sentiment d'impuissance. Et c'est vrai que le personnage de Dolores et de Maeve au début paraissent particulièrement fragiles, et dans l'épisode féminin, dans l'épisode final, elles reprouvent cette fragilité quand elles discutent toutes les deux juste avant la mort de Dolores, où elles reprennent l'apparence qu'elles ont au début de la série. Et finalement, cette fragilité cache parfois donc un robot particulièrement puissant. C'est donc un point d'accès métaphorique, en fait, comme dit Simon Briand, à la réflexion sur l'émergence d'une nouvelle intelligence artificielle qui prend la forme d'une femme, au premier abord douce et inoffensive, et finalement capable de renverser l'humanité. Donc ça porte un certain regard sur la façon qu'on a de concevoir la figure féminine dans la science-fiction. Il y a une autre question qui émerge et qui rejoint les questionnements ontologiques qu'on mentionnait plus tôt. Euh, Finalement, ça nous rappelle beaucoup, en 1984, le manifeste cyborg de Donna Haraway. Elle utilise le cyborg qu'elle place au centre d'une épistémologie politique radicale pour proposer une, je cite, lecture progressiste et féministe du mythe du cyborg. Là où traditionnellement, avant, comme le disait Simon Briand, le cyborg était plutôt utilisé de façon militariste et parfois machiste. Et donc, elle dit que cela suppose de renverser l'information de la domination et d'ouvrir aux féministes le chantier d'une politique des technologies et des réseaux. Le cyborg, d'après Donna Haraway, vit dans un monde post-genre, où il n'y a carrément plus de bisexualité ou de transidentité, puisqu'il n'y a plus de genre. Pour la citer, elle dit que certains dualismes constituent des traits persistants des traditions occidentales. Tous contribuent à la logique et aux pratiques du système de domination des femmes, des gens de couleur, de la nature, des travailleurs, des animaux. En gros, à la domination de tout ce qui est autre et qui ne sert qu'à renvoyer l'image de soi.
Les plus importants de ces inquiétants dualismes sont les suivants, ils ne sont pas cités dans le bon ordre: nature-culture, privé-public, animal-humain, physique-non-physique, corps-esprit, machine-organisme, homme-femme, primitif-civilisé, soi-autre, réalité-apparence, tout-partie, agent-ressource, créateur-créature, actif-passif, vrai-faux, vérité-illusion, total-partiel, et finalement, Dieu-homme. Je pense que ce questionnement-là résume bien toutes les interrogations que fait surgir la série. Merci beaucoup, Carla Marant, pour cette présentation de Westworld et où on a évoqué tout au long de l'émission votre travail aussi. On voit bien, vous connaissez bien le sujet de cette intelligence artificielle sur laquelle d'ailleurs vous travaillez au sein du projet d'ANR qui s'appelle Culture IA, donc pour bien sûr intelligence artificielle, dont on vous souhaite une bonne continuation ici pour la suite. Donc je disais en début d'émission. Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était un plaisir. Attends, je vais reprendre Carla parce que je n'avais pas fini. Pardon, j'ai cru que vous aviez parlé. Non, il n'y a pas de souci. Je reprends. Carla Marant, merci beaucoup pour cette émission dont on a évoqué tout au long l'intelligence artificielle à travers Westworld. C'est votre spécialité, on l'a dit, vous êtes doctorante et vous travaillez au sein du projet d'ANR, donc de recherche, qui est Culture IA, centré sur cette intelligence artificielle. Et on a bien vu que cette série était vraiment très importante pour évoquer ça. Et pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin sur ces questions-là d'intelligence artificielle, rendez-vous sur la page de l'émission de notre site internet histoireensérie.com. Vous trouverez une bibliographie mise à jour par Carla pour toutes ces questions très importantes qu'on a évoquées tout au long de l'émission. Que fait se soulever cette intelligence artificielle qui est de plus en plus, et Carla l'a dit, au cœur de nos vies d'ailleurs, comme le montre très très bien cette série. Vous nous retrouvez aussi, suivez notre actualité sur Facebook pour notre groupe Histoire en série et sur Twitter sur le @Histoire-série. Vous aurez comme ça les publications récentes et tous les différents travaux auxquels on participe. Il y en aura de nombreux en 2023 avec plusieurs colloques, on y reviendra dessus. Dans tous les cas, Carla, je tenais à vous remercier et puis s'il y a d'autres séries qui vous intéressent autour de l'intelligence artificielle, on sera ravis d'évoquer cela à nouveau avec vous. À bientôt, Carla. Merci beaucoup, avec plaisir. À bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.